Peuple révolutionnaire du Grand Sahel, d'Afrique et du monde, mon bonsoir à vous. En fait, ces 2 jours, j'étais vraiment très indisponible parce que je travaillais sur plusieurs dossiers. Mais il me fallait revenir aujourd'hui pour avoir cet échange avec vous. Vous êtes témoin de la situation au Moyen-Orient et dans le monde. Les gens se posent beaucoup de questions. C'est là que je rappelle aux uns aux autres de ne pas perdre de vue l'essentiel. L'essentiel qui est notre combat. Et des enseignements que nous pouvons tirer des défis que d'autres peuples traversent. L'expérience que nous pouvons tirer des conflits qui se déroulent à notre époque sous nos yeux. Nous n'avons pas été témoins de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Nous pouvons nous prévaloir de ça comme excuse pour ne pas comprendre ce qui s'est passé. Nous n'avons pas été témoins de la transformation du monde qui a laissé l'ensemble de la race noire en arrière. Pour ça aussi, nous avons des excuses parce que ce n'était pas à notre époque. C'était à l'époque de nos dévanciers. Mais aujourd'hui, des choses se passent devant nous. Des choses qui nous montrent clairement comment est-ce que la géopolitique fonctionne. Et que pour une nation, pour un peuple, la première chose qui compte, c'est sa survie. Tout le reste là, ça vient après. Chaque peuple lutte pour sa survie. La situation actuelle dans le monde nous montre que le droit international n'existe pas. C'est de l'arnaque. Il n'y a pas de droit international, il n'y a pas de journalisme neutre, il n'y a pas de communication neutre, il n'y a pas de pitié, il n'y a absolument rien que la capacité à se défendre qui peut protéger un peuple des prédateurs. Ça, c'est indéniable. Qu'est-ce que nous avons eu à assimiler comme leçon dans les événements de ces derniers jours? Parce qu'au lieu de se laisser distraire par des penchants partisans et autres, il faut essayer de réfléchir profondément pour comprendre qu'est-ce que nous pouvons en tirer comme leçon qui peut nous aider à gagner notre guerre qui nous a été imposée. C'est là-bas que se trouve la vraie question. En fait, partagez au maximum, partagez pour que le maximum de personnes puissent venir, pour qu'on partage cette expérience avec les gens. Avant ça, nous avons eu quelques expériences, notamment dans le cas de l'Algérie, que j'ai pris pour exemple à plusieurs reprises. Pendant que la Russie soutient les États, nos États, contre le terrorisme, l'Algérie soutenait les groupes terroristes contre nos pays. Mais ça n'a pas empêché à la Russie de continuer à livrer des armes à l'Algérie, ainsi que des avions de dernière génération qu'elle n'a jamais livrés au Burkina Faso. Je reviens sur ce sujet, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se lèvent pour dire non, ils n'ont pas compris pourquoi le président Tiani pouvait se permettre d'aller en Algérie. C'est une question de géopolitique, c'est une question d'intérêt. Et quand il est question d'intérêt de nos États, il n'y a pas de position figée. Nos pays peuvent travailler avec l'Algérie, travailler en même temps avec le Maroc, travailler avec l'Iran, travailler avec les États-Unis, travailler avec la Russie, travailler avec l'Ukraine, travailler avec Israël. Travailler avec n'importe quelle nation auprès de laquelle notre peuple peut trouver ce dont il a besoin pour sa sécurité et sa survie. C'est ça le principe même, c'est ça le principe clé qu'on essaie de faire comprendre aux gens. Notre souveraineté signifie que nous ne sommes acquis à aucune nation ou à aucune cause. Nous sommes juste acquis au devenir de notre peuple. C'est tout. Maintenant, on revient à cette histoire. Partagez au maximum. Qu'est-ce que vous avez appris durant ces 2 semaines de la guerre au Moyen-Orient? Moi, j'ai retenu 2 choses. Et le président Trump, par exemple, a fait une sortie sur Truth Social le 15 pour dire que le comportement de certains médias américains était antipatriotique et qu'il allait faire appel à la commission qui attribue les fréquences aux différentes télévisions de retirer les licences de certaines télévisions américaines. Il pense même à faire juger certaines personnes pour haute trahison. Haute trahison, chose qui est passible de la peine de mort aux États-Unis. Pourquoi? Parce que le narratif et ce qu'il rapporte n'est pas favorable aux États-Unis d'Amérique. Ça revient à ce que j'ai essayé de vous faire comprendre depuis longtemps. En temps de guerre, il n'y a pas de neutralité. En temps de guerre, il n'y a pas de neutralité. Il y a juste des camps. Le camp de la patrie et le camp de l'ennemi. Si ce que tu poses comme acte n'arrange pas ton pays, il faut savoir que ça arrange la partie adverse. C'est ce message qui est ressorti. Le deuxième élément,
C'est malgré le fait que tout le leadership iranien soit décapité, les Iraniens continuent à se battre. Ils continuent à se battre, ils continuent à se battre. Ça m'amène encore un autre élément sur lequel j'ai insisté ici pendant très longtemps. Je vous l'ai répété à plusieurs reprises. J'ai dit, personne ne va avoir pitié de nous. Et quelle que soit la douleur, il faut continuer à se battre. Mais chez nous, vous allez voir des petits gens, des petits esprits, qui vont essayer à chaque occasion de nous opposer. C'est la base de pertes que nous enregistrons dans nos rangs. Et c'est parce qu'il y a des gens qui sont suffisamment courageux pour aller mourir pour notre pays que nous sommes toujours en vie, que nous avons toujours un drapeau, que nous continuons toujours à dire que nous avons des terres. Et ce qui peut finir le terrorisme le plus rapidement possible, c'est le fait que nous prenions conscience de ça. Tant que nous n'allons pas accepter de mourir pour nos terres, nous allons éternellement rester des esclaves pour les autres. Ça, c'est très important à savoir. Et ce sont ces enseignements-là qu'il faut tirer de la situation actuelle. C'est très important. Parce que, absolument, personne ne pourra se battre pour nous à notre place. Nous sommes la priorité de personne. Nous ne sommes que la priorité de notre propre peuple. Des gens qui ne vous aiment pas, qui n'aiment pas notre patrie, qui n'aiment pas notre souveraineté, qui ne sont pas d'accord avec le fait qu'aujourd'hui on ose s'affirmer, sortent pour vous dire, mais dans le fond, vous voyez, les États du Sahel auraient dû rester dans le cadre de la CEDEAO pour que la CEDEAO les aide. Et la CEDEAO aussi essaie d'organiser une campagne de communication à gauche, à droite pour dire non, on est en train de mettre en place une force qui va aider à lutter contre le terrorisme. C'est de l'arnaque. Ils se foutent d'eux-mêmes en fait. Mais quand nos pays ont commencé à subir les attaques terroristes, là, nous étions encore dans la CEDEAO. Nous étions dans cette CEDEAO. Mais pourquoi à l'époque, elle n'avait pas eu l'idée de le faire? Mais c'est quand Bazoum a été renversé au Niger qu'elle était prête à mobiliser ses forces pour venir attaquer le peuple nigérien. Qu'elle a même osé fermer ses frontières pour faire souffrir la population nigérienne. Au-delà de ça, la capitale de la CEDEAO, c'est où? C'est Abuja, au Nigeria. Le Nigeria, c'est la première puissance économique, c'est la première puissance démographique et c'est la première puissance militaire de l'Afrique de l'Ouest. Mais le Nigeria seul subit plus d'attaques terroristes que tous les pays de l'AES réunis. Nous, par principe, on a dit aux gens d'éviter de communiquer pour les terroristes, d'éviter de communiquer sur les actes terroristes dans un quelconque pays. Parce que le terrorisme, là, c'est un ennemi commun. Même si les autres ne le comprennent pas, nous le comprenons très bien. Nous le comprenons parfaitement bien. Et nous sommes contre quiconque voudrait faire une quelconque communication pour les terroristes parce qu'ils ont soi-disant attaqué un pays avec lequel vous avez un désaccord. Non. Les victimes des terroristes dans ces pays-là, ce ne sont pas les dirigeants avec qui nous avons des désaccords. Ce sont nos propres frères et sœurs. Que ce soit au Bénin, que ce soit au Nigeria, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina, c'est la même chose. Les victimes du terrorisme, ce sont nos frères. Ce ne sont pas ceux à qui nous sommes opposés, mais les gens qui ne vous aiment pas, qui n'aiment pas la dynamique, qui ont travaillé de par le passé avec ceux qui ont libéré des terroristes contre de l'argent, juste pour pouvoir organiser des élections, essaient de vous faire perdre de vue l'essentiel. Et reviennent parfois à la charge en vous disant, mais toi-même, Maïgala, de par le passé ici, tu as communiqué, voilà, de la même façon. Moi, je ne sais pas communiquer de la même façon, c'est largement différent. On était dans une époque où l'argent du contribuable était utilisé pour financer les terroristes et on libérait encore les terroristes pour organiser des élections afin que des politiciens restent au pouvoir. Et par la même occasion, des gendarmes qui étaient censés défendre notre pays, ainsi que des militaires, des policiers et autres, étaient déployés et ils n'avaient même pas de quoi manger. Les farfelus, aujourd'hui, quand ça ne marche pas comme alternative, qu'est-ce qu'ils vous disent? Non, en fait, il semble que les gens vont au fond avec seulement 2 chargeurs. Mais ce sont les mêmes personnes qui ressortent et qui vous montrent des armes que les terroristes utilisent pour leur propagande, pour dire que toutes ces armes ont été prises dans nos détachements. En fait, ils se moquent du sacrifice de ceux qui meurent pour ce pays-là. Ils se moquent des familles de ceux qui sont tombés pour cette patrie. Vous dites que les gens ne sont pas suffisamment armés. Et vous dites encore dans votre communication que dans ceux qui arment les terroristes là, ce sont nos armées parce que nos armées fuiraient pour laisser le matériel. Donc vous dites que nous, nos hommes, ne sommes pas suffisamment courageux pour défendre notre patrie. Votre mentor qui vous nourrit, le voyou là, Téné Brahima Ouattara, est allé jusqu'en Turquie pour dire que non, de ne pas vendre des armes sophistiquées au Burkina parce que c'est des mains des militaires burkinabés que les terroristes récupéraient des armes. Ils sont allés le faire. Ils sont allés le dire. Et ce sont les mêmes qui vont encore venir vous dire, non, vous voyez, vos proches là, ils sont tombés parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'armes, ils étaient négligés. Après, quelques 2 heures, quelques 3 heures ou quelques jours, ce sont eux qui viennent sortir, concernant la même attaque, publier des images de propagande de groupes terroristes qui disent que non, on a pris tel nombre d'armes. Mais en fait,
ça montre quoi? Ça montre que ce sont des gens qui travaillent ouvertement pour l'ennemi. Nous sommes en guerre. Cette guerre n'a pas été déclenchée par le président Traoré ni par le peuple burkinabé. Ce sont des gens qui nous ont imposé cette guerre. Et qu'est-ce qui n'a pas été essayé? Des politiciens s'étaient compromis. Parce que des farfelus, des alliés des terroristes même avaient pu occuper des postes ministériels dans le gouvernement burkinabé sous l'ère des politiciens. Et ils les ont convaincus de libérer des terroristes pour pouvoir, soi-disant, organiser des élections afin de plaire à la France. Qu'est-ce qui n'a pas été essayé? On a essayé la France, elle avait ses hommes, son armée chez nous, avec ses moyens soi-disant sophistiqués et tout, avant que la première attaque même n'ait lieu au Burkina. Mais est-ce qu'ils ont empêché un seul village de notre pays de tomber? Ce n'est jamais arrivé. Qu'est-ce que nous n'avons pas essayé? Ce que nous n'avons pas essayé à l'époque, que nous sommes en train d'expérimenter, qui est en train de fonctionner aujourd'hui, c'est le fait de compter sur nos propres forces. De nous battre pour nous-mêmes. Après, ils viennent s'asseoir pour dire, non, vous voyez la Côte d'Ivoire en paix, c'est une paix éphémère. En fait, c'est un mirage. La Côte d'Ivoire n'est pas plus forte que le Nigeria. Le Nigeria, c'est la première puissance militaire d'Afrique de l'Ouest, mais le Nigeria a attaqué. Le régime terroriste d'Abidjan a passé un pacte avec ses alliés terroristes et pour pouvoir vivre dans un semblant de paix et permettre à ce que les gens utilisent un pan de son territoire, un pan de leur territoire comme lieu de repli pour continuer d'attaquer nos pays. Sur ce flanc, ils apportent même de la logistique, des vivres et autres. Ça, on va les démasquer à ce niveau. Et il y a un travail formidable qui est en train d'être fait. Je n'ai pas trahi le secret, mais bientôt, là, le monde entier verra leur vrai visage. Parce qu'il y a des choses qui sont en train d'être collectées et qui vont être exposées. En fait, nous ne sommes pas un peuple traître. C'est pour ça qu'on nous appelle la patrie des hommes intègres. Nous sommes des hommes qui travaillent, qui se battent, qui peuvent mourir pour leurs convictions et pour leur terre. Et nous avons compris que la soumission, là, elle ne passera pas par nous. Et c'est pour ça que nous accompagnons notre dynamique. Et le monde entier a compris notre combat. Mais c'est à nous aussi de comprendre nos leaders. Donc, certaines personnes, quand par exemple, des délégations d'autres pays viennent dans nos pays, vous disent non, méfiez-vous des Américains. Mais je vais vous dire une chose, ne tombez pas dans le piège de l'ennemi. Vous savez que le fait que les Américains viennent directement discuter avec le gouvernement du Niger, du Burkina et du Mali sans passer par la France, ça blesse déjà beaucoup la France. Hein. Parce que de par le passé, pour que les Américains déploient une quelconque politique dans nos pays, elle était obligée de passer par la France. Plus tu es proche des Français, plus tu avais la chance d'avoir un partenariat avec les Américains. Et tout passait par la France. Et aujourd'hui, les choses ont changé. Les gens viennent vous voir pour vous dire, bon, on respecte votre souveraineté, on ne vous parle pas d'élection ou de quoi que ce soit, on reconnaît les défis auxquels vous faites face. Et maintenant, qu'est-ce que nous, on peut faire pour vous accompagner? Il y a quoi de mauvais dans ça? Les gens vous disent, non, en fait, ils vont profiter espionner. Je vais vous dire quelque chose. Si les États-Unis veulent espionner un pays, ou bien la Russie veut espionner un pays africain, c'est facile. Ils n'ont même pas besoin d'envoyer quelqu'un. Tout l'espace là est occupé par des satellites leur appartenant. Les grandes puissances, la Chine, la Russie, les États-Unis, ils n'ont même pas besoin de mettre pied dans un pays pour l'espionner. C'est tous les pays africains. Donc actuellement, nous sommes en train de chercher à nous construire, à bâtir quelque chose de solide, de grand, de révolutionnaire et d'éternel pour nos enfants et les futures générations. Parce qu'on n'est pas en train de nous battre pour nous-mêmes. Partagez au maximum, mais partagez là. Il y a quoi? Vous traînez là. Vous savez pourquoi je dis qu'on ne se bat pas pour nous-mêmes? Entre vous, vous êtes 1500 ici, je vous pose une question simple. De vous tous là, chacun connaît le nom de son père et de sa mère. Certains, bon, on connaît aussi le nom de nos grands-parents, maternels et paternels. Mais combien d'entre vous peuvent me dire aujourd'hui là le nom de la maman, de la grand-mère, de leur grand-mère? C'est très difficile. On les a oubliés. Pourquoi? Parce que la vie elle est ainsi faite. Alors que ce sont des êtres humains. C'est d'eux que nous descendions. C'est d'eux que nous descendions directement. C'est pour vous dire que dans une centaine d'années, après peut-être 2 générations, ceux qui sont descendus de nous-mêmes là ne se souviendront pas de nos noms. Mais on se souviendra de quelques noms de gens qui ont osé faire la différence. Des gens qui ont osé lutter pour le meilleur. Combien de gens peuvent nous citer et, comment dirais-je, leur arbre généalogique jusqu'à remonter à l'époque de Yenenga? Il n'y en a pas. Mais Yenenga, on se souvient de son nom. Qui a vécu à la même époque que les gens à qui certains étaient parentés, mais dont ils ne se souviennent pas. C'est pour vous dire un peu comment les choses fonctionnent. Parce que dans 100 ans, nous tous qui sommes là, quelle que soit la richesse que nous aurons accumulée, quel que soit ce que nous avons eu comme gloire, nous serons tous déjà partis. Parce que personne ne va sortir vivant de cette vie. Mais ce que nous pouvons laisser comme héritage derrière nous, là,
c'est ce que nous aurons pu construire pour nos enfants et nos futurs petits-enfants. On s'assoit aujourd'hui, on regarde le monde bouger, on apprend l'histoire de l'Empire perse, on apprend l'histoire de tel empire, de l'Empire grec, de machin, de machin. On apprend les transformations, les conquêtes et autres qui ont eu lieu. On s'était toujours posé des questions à savoir pourquoi nos ancêtres n'ont pas osé. On apprend aussi les histoires d'humiliation que nous-mêmes, notre race, nos grands-parents ont essuyé. Par exemple, dans le cas de l'esclavage et autres, on se dit, mais comment ils l'ont accepté? C'est justement ça que nous sommes en train d'expérimenter. Nous sommes dans une autre phase similaire, avec des luttes qui se présentent de différentes façons, mais ce sont les mêmes luttes qui sont là. C'est parce qu'il y en a qui n'ont pas été courageux. C'est parce qu'il y en a qui ont eu peur de la mort. C'est parce qu'il y en a qui ont trahi. C'est parce qu'il y en a qui ont pensé que l'instant T là, leur petite personne et leur petite famille étaient l'essentiel, au détriment du bien collectif. C'est pour ça que nous sommes dans cette situation. Ça veut dire qu'il y en a qui ont accepté de sacrifier la lutte et ont reporté le combat. Et c'est ce combat que nous sommes obligés de mener aujourd'hui. Si nous ne menons pas ce combat courageusement comme il le faut, et prendre les mesures pour le gagner là, nous allons forcer nos enfants et nos futurs petits-enfants à le mener. Et ça va être plus difficile. Parce qu'avant-hier, quand nos ancêtres avaient la possibilité de s'associer, de s'unir sans se trahir, pour pouvoir combattre et être libres, il n'y avait pas d'armes nucléaires, il n'y avait pas de menaces, il n'y avait pas de superpuissance, il n'y avait pas de missiles, il n'y avait pas de roquettes, il n'y avait pas de système de télécommunications sophistiqués qui pouvaient les mettre en désavantage. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation plus difficile. Et si nous traînions les pas, nous ne nous responsabilisions pas, nous ne faisons pas ce qu'il faut faire pour la liberté des futures générations, ce qui attend nos enfants et nos futurs petits-enfants sera pire. Il faut que chacun le comprenne. Des gens vont vous encourager à abandonner votre propre lutte pour des intérêts de qui? Il faut que chacun comprenne que nous devons tirer des leçons de l'histoire et du présent pour pouvoir comprendre que la seule solution pour nous de nous en sortir, c'est d'effacer la peur de notre vocabulaire et de comprendre que nous devons être unis en nous donnant la main derrière nos forces de défense et de sécurité, nos VDP, pour affronter de façon courageuse et sans aucune pitié ces terrorismes auxquels nos populations font face. À partir de là, nous allons nous asseoir et commencer la construction de notre avenir, de l'avenir de nos enfants et de nos futurs petits-enfants. Et personne ne le fera à notre place. Il n'y a pas de puissance sur cette terre qui va envoyer ses fils venir mourir pour que nous, on puisse vivre, ou bien pour que nos futurs enfants ou nos futurs petits-enfants puissent continuer à vivre. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'était le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci infiniment et portez-vous bien. Au revoir.